d'abord, merci à toutes et à tous pour votre présence, compte tenu justement de ces mouvements sociaux. Je voulais notamment remercier donc, le mouvement Utopia, Chantal Richard qui est ici présent, mais aussi Fabien Cohen qui a fait le déplacement. Et, pardon, vous êtes Denis Richard, voilà, pour votre présence et votre présentation. En effet, j'ai proposé ce titre, l'Amérique latine joue-t-elle avec le feu, parce que, en effet, cette année 2019 a été particulièrement mouvementée. On s'approche d'un changement de décennie, et la décennie qui s'ouvre visiblement s'ouvre sous de assez mauvais auspices, surtout si on le compare à ce qui s'est passé 10 ans auparavant. Les années 2000 sont synonymes en Amérique latine de croissance économique, mais également de redistribution sociale. Il ne faut pas oublier que sous les gouvernements de Lula, il y a plus de 35 millions de personnes qui ont quitté la pauvreté. Et donc les inégalités, qui sont, de mon point de vue, le principal fléau de la région, qui n'est pas une région pauvre, à la différence d'autres régions du monde, eh bien ces inégalités s'étaient réduites, et réduites de façon considérable. Les élites dirigeantes étaient elles aussi, avaient un trait caractéristique qui était que les élites qui étaient au pouvoir avaient un trait commun qui les plaçait en fait, qui avait un caractère assez inédit, c'est-à-dire qu'elles ressemblaient à leur société. Au Brésil, pour la première fois, un ouvrier métallurgiste arrivé au pouvoir. Il y avait un Indien qui accédait aux plus hautes responsabilités en Bolivie, sachant qu'en Bolivie, les Indiens sont plus de 50% de la population. Un ancien militaire, Chavez, arrivé au pouvoir au Venezuela. Il y avait même un prêtre, Lugo, qui était au Paraguay. Et, d'une certaine mesure, ce renouvellement des élites politiques avait justement aussi introduit un changement dans le discours. Un discours qui visait à l'inclusion sociale. Il y avait beaucoup d'actions visant à mettre en œuvre des dispositifs de participation citoyenne, et pas uniquement d'ailleurs dans des gouvernements de gauche. C'était devenu en quelque sorte une marque de fabrique de la région Amérique latine, puisque ces dispositifs s'étaient exportés, et ils existaient également dans des pays ou dans des gouvernements du centre, voire de la droite. Et lorsque cette année 2010 a commencé, eh bien, l'Amérique latine était confiante en son avenir. Certains gouvernements voulaient même faire des leçons à d'autres régions, et je pense notamment à l'Europe. Lorsque François Hollande a été élu président en 2012, des gouvernements tels que le gouvernement équatorien, le gouvernement brésilien, surtout le gouvernement brésilien, souhaitait faire une alliance avec François Hollande justement pour contrer l'austérité qui était incarnée à l'époque par Angela Merkel vis-à-vis la question grecque qui monopolisait le débat public en Europe. Force est de constater que 10 ans plus tard, l'Amérique latine n'est plus du tout en position de donner des leçons, mais surtout, elle a ravivé de vieux démons, des démons qu'elle estimait disparus, puisque l'Amérique latine, depuis une quarantaine d'années, a entamé un processus de transition politique qui eut pour conséquence justement l'organisation d'élections compétitives de manière régulière dans la plupart des pays, avec des alternances de droite vers la gauche, puis de gauche vers la droite, ce qui en soi est un bon indicateur de la bonne marche de la démocratie. Mais là où les choses se corsent, c'est que
dans les dernières années, et notamment dans le cycle électoral qui vient de s'achever, puisque l'Amérique latine vient de passer par un cycle électoral, quasiment l'ensemble des exécutifs ont été renouvelés, mais à l'occasion de ce cycle électoral, il y a eu une libération d'un discours violent, raciste, extrémiste, très radical, que l'on croyait disparu dans la région, et on a également pu observer la réhabilitation d'un discours visant à justifier les exactions des dictatures militaires qui ont sévi en Amérique latine dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et donc de ce point de vue-là, ces nouvelles sont de mauvaises nouvelles pour l'Amérique latine, compte tenu d'une situation qui, elle aussi, sur le plan économique, est compliquée, puisque suite justement à cette décennie positive sur le plan politique, sur le plan économique également et sur le plan social, les années 2000, eh bien les années 2010 ont été marquées par la stagnation économique. Il s'agit d'ailleurs, selon les statistiques, en tout cas celles des grandes organisations internationales, de la décennie avec le moins de croissance en Amérique latine de ces 50 dernières années. Y compris lorsqu'on compare la situation des années 80, qui était considérée, qui reste considérée comme la décennie perdue en Amérique latine, la décennie de la crise de la dette. Eh bien, ces années 2010 ont été marquées par cet arrêt net de la croissance économique, cette hausse des inégalités et de la pauvreté, et la réapparition de phénomènes que l'on pensait disparus en Amérique latine. Je pense notamment à la résurgence de certaines maladies, à la hausse de la malnutrition, à la hausse de l'habitat informel, de la précarisation du marché du travail. Et donc, de ce point de vue-là, l'Amérique latine a ce problème avec cette radicalisation politique, un problème avec cette stagnation économique, et par ailleurs, l'Amérique latine est confrontée à une augmentation de la polarisation sociale. Et cela est encore un mauvais signal. Pourquoi ? Parce que le débat public, et notamment le débat qui s'organise autour des élections, qui devrait être le cœur du contrat social, eh bien ce débat s'étiole compte tenu de la résurgence justement de ces discours qui visent à légitimer la dictature, mais des discours aussi haineux, des discours racistes, et la libération de ces discours nuit au bon déroulement du débat démocratique dans la région. On l'a vu récemment en Bolivie, lors de la démission forcée du président Morales, et des mesures qui ont été prises par le gouvernement qui lui a succédé. On le voit au Brésil, par rapport aux communautés LGBT, mais également par rapport au milieu culturel. On a pu voir ressurgir un discours d'ordre, et notamment visant à relégitimer le poids des forces armées au Brésil également, mais également au Chili, au début des mobilisations qui aujourd'hui ont acculé le gouvernement à convoquer un référendum. Mais on a vu cette présence militaire se développer en Équateur, qui a été le garant en dernière instance du gouvernement de Lenín Moreno, et on le voit également à l'œuvre, y compris au Mexique, où la militarisation de la politique de lutte contre la drogue a été maintenue, voire amplifiée par le gouvernement d'Andrés Manuel López Obrador. Et donc, de ce point de vue-là, avec ces trois indicateurs, l'indicateur politique, l'indicateur économique, l'indicateur social, eh bien,
je pense que, en effet, l'Amérique latine joue avec le feu. Donc, si vous voulez avoir une réponse à ma question, oui, je pense que l'Amérique latine joue avec le feu. Et je pense que l'année 2019, si on fait un retour sur cette année qui vient de s'écouler, a été en quelque sorte emblématique de cette instabilité. Elle a commencé cette année 2019 avec la crise vénézuélienne, avec le renouvellement de la dirigeance de l'Assemblée qui est tenue par l'opposition et par l'autoproclamation du président de cette Assemblée, Juan Guaidó, en tant que président du Venezuela. Cette crise a mobilisé non seulement les pays latino-américains, mais de manière plus large la communauté internationale. Les États-Unis ont fait pression pour que le leadership de Juan Guaidó soit reconnu par la communauté internationale. Les pays européens ont suivi cette indication, ce desiderata de l'administration nord-américaine. Et certains pays latino-américains ont suivi le pas, sauf le gouvernement mexicain, outre les alliés traditionnels du Venezuela, à l'époque la Bolivie. Mais la grande nouveauté, c'était la position mexicaine, avec un nouveau gouvernement qui venait de prendre ses fonctions début décembre 2018. Et cette crise a marqué, en quelque sorte, le début de cette année 2019, mais une crise qui ne s'est pas traduite par un changement politique tel qu'il était souhaité par l'administration américaine, puisque malgré cette reconnaissance, l'existence d'un noyau dur fidèle au président Maduro a fait qu'il n'y a pas eu de changement de régime comme il était prévu par les conseillers de M. Trump, ce qui a fait que, en quelque sorte, cette crise vénézuélienne s'est soldée par un échec pour ses concepteurs. Cela, malgré l'existence et l'amplification durable du phénomène migratoire de cette crise, je dirais même ce drame vénézuélien. Près de 5 millions de personnes, 5 millions de Vénézuéliens ont dû quitter leur territoire pour aller ailleurs en Amérique latine, voire aux États-Unis. Plus d'1 million de Vénézuéliens vivent aujourd'hui en Colombie. Et naturellement, cette crise, ce drame vénézuélien, a eu un impact très fort sur les voisins du Venezuela, puisque ces pays n'ont pas été préparés à recevoir un tel flux de migrants. Il s'agit d'une des plus graves crises migratoires de l'histoire, si ce n'est que la plus grave, en tout cas de l'Amérique latine, il n'y a aucun doute. Et on a pu voir à l'occasion de cette crise vénézuélienne le manque de coordination, le manque de leadership pour pouvoir assumer cette crise. Il y a eu quelques réunions qui ont été organisées au niveau ministériel, notamment une en Équateur, mais les mécanismes qui auraient dû servir pour donner une réponse coordonnée à cette crise migratoire n'ont pas été activés. Je pense notamment aux mécanismes d'intégration régionale qui sont pourtant très nombreux en Amérique latine, que ce soit la CAN, la Communauté andine des nations, dont fait partie le Venezuela, la Colombie, l'Équateur, le Pérou, qui sont les pays les plus impactés par cette crise. Mais il y a d'autres mécanismes qui, 10 ans plus tard, avaient servi à désamorcer des crises régionales. Je pense notamment à l'UNASUR, qui est totalement à l'arrêt et dont certains pays ont décidé d'abandonner ce mécanisme il y a quelques mois, notamment, je pense notamment au Brésil, l'Argentine et Chili. Comme 2 mots sur l'UNASUR, ce que c'est. Oui. Alors l'UNASUR, c'est l'Union des Nations Sud-Américaines. C'est un organisme d'intégration régionale qui a été créé en 2008 par les pays du cône sud, disons jusqu'à la Colombie,
et qui avait pour objectif d'assurer non seulement une intégration économique, qui elle est assurée par des mécanismes d'intégration économique, je pense notamment au Mercosur et à la CAN, mais qui avait pour objectif également de renforcer des politiques publiques communes, notamment dans des domaines pratiques tels que la défense, la santé, et également des mécanismes de concertation politique. Et ce qui était intéressant, c'est que l'UNASUR a été fondé par des pays qui avaient à leur tête des gouvernements de gauche comme de droite. Le président Uribe avait fait rentrer la Colombie à l'UNASUR alors qu'il s'agissait d'un gouvernement de droite dans un environnement régional contrôlé par la gauche. Ce qui voulait dire que malgré les prises de position et les éventuelles tensions qui pouvaient surgir à cette époque, il y avait de la place pour la discussion. Aujourd'hui, on voit bien qu'en fonction des affinités politiques, ces espaces de discussion permettant l'intégration régionale s'amenuisent, ce qui est une très mauvaise nouvelle pour l'Amérique latine, et on le voit une fois encore à l'œuvre lors de cette crise migratoire où les couleurs politiques l'ont emporté par rapport à cette crise, à ce drame humanitaire, puisque les différents pays n'ont pas coordonné leur politique migratoire pour pouvoir recevoir ce flux historique de migrants. Mais lorsqu'on a terminé l'année 2019, on a bien pu voir que la crise vénézuélienne était en quelque sorte oubliée par rapport à l'actualité de la région. Une actualité qui a été en outre marquée par les incendies en Amazonie brésilienne, mais aussi bolivienne, au Paraguay et au Pérou. Une actualité qui a eu un fort retentissement en France compte tenu de cette dispute diplomatique entre la France et le Brésil, que ce soit par des déclarations, des tweets ou des communiqués. Mais, de manière, disons, plus profonde, un des grands acquis de cette décennie, qui était les accords de paix en Colombie entre la guérilla des FARC et le gouvernement, eh bien, ces accords ont été eux aussi remis en cause, ou en tout cas, ils ont perdu de la vigueur, compte tenu du manque de volonté politique du gouvernement de donner du soutien politique, financier, justement, aux éléments qui sont inclus dans cet accord de paix, notamment par rapport à la protection des leaders syndicaux, les leaders paysans qui, au niveau local, ont été de plus en plus assassinés, disons de manière de plus en plus importante, depuis la signature des accords de paix, avec un manque d'investissement dans des programmes locaux de développement, mais aussi une résurgence des attentats. Il y a eu un attentat en janvier 2019 qui a été fait par l'ELN, donc la deuxième guérilla du pays. Il y a eu une recrudescence des actions de la dissidence des FARC. Il y a quelques heures, le gouvernement colombien a annoncé avoir déjoué une tentative d'attentat contre le leader des FARC, mais là, maintenant, le parti politique, l'ancien leader militaire des FARC. Donc, en quelque sorte, les acquis de l'accord de paix sont menacés aujourd'hui en Colombie, ce qui est une mauvaise nouvelle. L'Argentine, elle, a vécu une aggravation de sa crise économique avant l'élection de Alberto Fernández durant le mois de novembre. L'autoritarisme s'est consolidé également au Nicaragua, où la répression des étudiants s'est intensifiée ces derniers mois. Le Costa Rica ainsi que le Pérou ont vu leur situation politique s'aggraver jusqu'au point de devenir ingouvernable. Il y aura des élections législatives dans quelques jours qui ont été convoquées par le président péruvien à la suite de cette crise politique, sans parler des grandes manifestations qui ont dominé l'agenda politique de la région à la fin de l'année 2019
et qui ont touché de nombreux pays de la région pour des raisons très différentes, mais qui ont marqué par leur caractère concomitant, que ce soit en Équateur, au Chili, en Colombie, ou les suites de l'élection, du premier tour de l'élection bolivienne. Et en filigrane, ce que l'on voit dans ces manifestations, c'est cette très grande anxiété des sociétés qui se retrouvent donc prisonnières de ce modèle économique qui ne leur permet pas d'avoir plus de croissance, mais aussi plus de redistribution, avec un espace public qui est de plus en plus polarisé, sans qu'il y ait de véritables issues à ces crises. On a vu également justement l'arrivée de ce discours de haine, avec très clairement un gouvernement qui va vers l'illibéralisme et qui est de moins en moins démocratique, en tout cas qui s'assume en tant que tel, ces gouvernements brésiliens, qui se placent très largement en dehors du cadre démocratique lorsque elle attaque ses opposants, y compris ses anciens alliés, qui censurent de manière très claire, très affirmée, des productions culturelles lorsqu'elles bafouent ouvertement la liberté de la presse. Et donc cela est très grave, et on ne voit pas de solution compte tenu du manque de leadership existant dans la région. Il n'y a pas non plus une volonté de concertation politique, comme je le disais antérieurement, puisque ces mécanismes d'intégration régionale ne fonctionnent pas. Les flux migratoires également, je le disais, pour le cas vénézuélien se développent, mais pour le Venezuela, mais également en Amérique centrale. On a pu le voir, notamment dans l'été 2019, lorsque ces flux migratoires ont provoqué une crise diplomatique entre les États-Unis et le Mexique, et malheureusement une communauté internationale qui est assez peu préoccupée, concernée par ce qui se passe en Amérique latine, avec un gouvernement américain qui, fidèle au positionnement de M. Trump, contribue à jeter de l'huile dans ce feu latino-américain, que ce soit en exacerbant les tensions avec le Mexique, que ce soit en essayant de provoquer des changements de régime à Cuba, au Nicaragua ou au Venezuela, et surtout en évitant de faire ce qu'elle devrait faire, c'est-à-dire de financer des programmes de développement économique, de développement social, que ce soit en Amérique centrale, mais qui tape aussi sur ses alliés. La Colombie a vu son aide, disons, se réduire sensiblement durant la présidence Trump, et qui humilie ses alliés. Je pense notamment au gouvernement Bolsonaro au Brésil, qui n'a pas du tout reçu en échange des avantages de la part du gouvernement américain, alors que le Brésil a fait de très grandes concessions à son allié américain. Donc, dans ce contexte-là, un gouvernement mexicain aussi qui se veut progressiste, mais qui maintient cette politique de lutte contre les drogues, qui maintient cette militarisation de la lutte contre la drogue, dont la croissance économique aujourd'hui ne se porte pas au mieux, avec un gouvernement argentin qui a certes une volonté de changement par rapport aux années Macri, mais qui est prise à la gorge en quelque sorte par ces renégociations financières avec ses créditeurs. Je pense notamment au Fonds monétaire international et aux créditeurs privés. Et bien ce gouvernement argentin a peu de marge de manœuvre pour agir de manière efficace, non seulement en Argentine, mais plus largement dans la région. Et donc, c'est donc dans ce contexte-là, dans un contexte où on assiste à une certaine forme d'impuissance, malgré l'organisation d'élections, malgré
une société civile qui, elle, est très active et qui se manifeste dans les rues, d'ailleurs qui provoque des changements politiques. On l'a vu notamment en Équateur, on l'a vu récemment au Chili avec cette constituante, avec ce projet de constituante, avec ce référendum qui aura lieu le 26 avril, mais aussi avec des luttes qui avancent. Je pense notamment à la question de la dépénalisation de l'avortement qui avance en Amérique latine, malgré les pressions des églises évangéliques. Et donc, je pense que la société civile est un élément qui est intéressant à observer en région, et avec aussi l'arrivée d'un nouvel acteur, la Chine, qui s'impose de manière lente mais durable dans la région, que ce soit en finançant des projets d'infrastructure, des projets d'énergie, mais aussi en augmentant son influence dans les débats publics, en essayant d'intégrer l'Amérique latine dans son grand narratif qui est les chemins de la soie, qui est le grand projet de développement de Xi Jinping. Et donc, de ce point de vue-là, l'Amérique latine voit être un objet, en gros, de la dispute entre, d'une part, la Chine, d'autre part, les États-Unis qui ne pensent qu'à ces changements de régime, notamment pour courtiser les bases électorales de M. Trump. Les États-Unis rentrent en campagne électorale. Et dans tout ce contexte-là, une Union européenne qui a voulu renégocier des accords de libre-échange avec le Mexique, avec le Mercosur, qui est un débat plus français compte tenu des enjeux, notamment en ce qui concerne le secteur agroalimentaire, mais qui, jusqu'à présent, n'a pas mené une réflexion de fond par rapport à sa stratégie vis-à-vis de cette région du monde, puisque lorsqu'on sort du champ commercial, eh bien, on peine à avoir une vision politique d'ensemble, avec certes une nouvelle commission qui se veut beaucoup plus géopolitique, tel a été son mandat, et qui a visiblement à deux priorités, la question climatique et la question des humanités numériques. Nous verrons si cette commission a justement une nouvelle initiative vis-à-vis de l'Amérique latine, mais disons que dans les grandes lignes, c'est un peu ma vision par rapport à cette Amérique latine qui, je le crois, joue avec le feu. Bien, merci. J'aurais quelques questions, mais ça sera tout à l'heure. Merci en tous les cas pour cette vision et ce tableau de l'Amérique latine aujourd'hui. Donc on va donner maintenant la parole à Fabien Cohen qui... Merci de cette possibilité de m'exprimer parmi vous. C'est vrai que c'était intéressant le rapprochement qu'on a essayé de commencer à faire quand on s'était vu au Forum social mondial et qui se concrétise un petit peu aujourd'hui. On se voit à d'autres occasions. Fall est aussi membre du conseil d'administration du CRID, association qui regroupe plus de 50 associations de solidarité internationale, et membre aussi du conseil d'administration d'Attaque. Donc on a une palette très large qui a, au long des années, fait que on est sur un certain nombre de champs. Ce qui nous amène peut-être aussi à avoir peut-être des vues avec des appréciations qui ne sont pas différentes obligatoirement, puisque je ne serais pas étonné que je partage beaucoup de ce qui a été dit, mais peut-être des formes d'approche un petit peu différentes. La première forme d'approche, il a été beaucoup question de se dire est-ce qu'on est dans une fin de cycle ou pas de fin de cycle. Ça a été un débat qui a eu lieu il y a peu de temps, et nous avons préféré parler de reflux. Nous ne sommes pas forcément dans une logique de fin de cycle, mais plutôt dans une logique où il y a une sorte d'aller-retour qui se mène, et un aller-retour qui n'est pas spécifiquement que latino-américain. Je pense que
bien sûr, l'Amérique latine, on l'a au cœur, et donc on regarde plus particulièrement ce qui s'y passe, et avec beaucoup d'attention, mais regardons ce qui se passe en Europe, regardons ce qui se passe dans d'autres régions du monde, on verra qu'il y a des choses très intéressantes, y compris sur le plan des mouvements sociaux, car dans le même mouvement où il y a ce qui a été dit dans les pays comme le Chili, l'Équateur, la Colombie, etc., en termes de manifestations sociales, de mouvements sociaux, il y avait aussi au Liban, il y avait aussi en Syrie, il y avait aussi dans d'autres pays, en Tunisie, etc., etc. Donc il y a une situation où, de notre point de vue, en quelque sorte, l'altermondialisme et comment dire, les années de plomb, les années 70, 80, 90 ont amené une volonté du peuple de changer de logique politique. On était dans l'époque des partis, on voyait bien qu'ils n'arrivaient pas à trouver le moyen de dépasser les dictatures, de dépasser les formes classiques de conservatisme et de droite, et les mouvements se sont donnés pour démarrer le Mexique avec le Chiapas. Je pense qu'on sous-estime encore le rôle qu'a joué le Chiapas au Mexique, parce qu'il, au bout du compte, et qui perdure 25 ans après, puisqu'on est dans les 25e années du Chiapas, qui perdure, et qui m'a montré une certaine stabilité. Alors, c'est pas que tout est réussi, etc. au Chiapas, mais quelque part, c'est aussi une manière dont des gens du peuple, des indigènes, et on voit les différents courants qui aujourd'hui se retrouvent, c'est-à-dire le courant féministe, le courant indigène, le courant social et syndical, qui essayent de trouver leur place et ont donné naissance à des composantes politiques nouvelles, ou qui ont aidé des composantes politiques nouvelles. D'ailleurs, qui au passage, je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, ont inspiré ou tenté d'inspirer, je pense notamment pour ce qui nous concerne à gauche, nous, de Mélenchon. Vous avez cité Hollande, mais moi je pense Mélenchon qui beaucoup s'est appuyé sur cette logique d'un homme qui, appuyé par un mouvement social, pourrait trouver la forme pour arriver au pouvoir. On voit bien les limites, y compris aujourd'hui, de cela. Ça veut dire qu'on a eu à un moment donné un changement de paradigme politique en Amérique latine qui a permis l'arrivée de forces nouvelles et qui reposait notamment, parce que ça c'est parti beaucoup de là-bas, sur l'altermondialisme tel que c'est exprimé avec les forums sociaux mondiaux, mais n'oublions pas Seattle avant. Donc on a eu une vraie volonté de courant des mouvements, ce qu'on appelle les mouvements sociaux, et qui comprend aussi les syndicats, et qui ont cherché à trouver d'autres formes pour essayer de sortir de cette crise. Car au bout du compte, le deuxième point, le deuxième élément pour nous, c'est la crise économique. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation où il y avait effectivement la possibilité, face aux inégalités sociales qui étaient fortes, de trouver d'autres alternatives. Ce qui est aujourd'hui, et vous l'avez dit tout à l'heure, en question, c'est que ces potentialités qui étaient des années 2000-2010 se sont retournées en quelque sorte contre ceux et celles qui ont utilisé. Parce que dans le même temps, tout en ayant organisé la BRICS, l'UNASUR, parce qu'on n'a pas évoqué la BRICS, mais qui est ce regroupement du Brésil, de la Russie, de la Chine, de l'Inde, etc., pour pouvoir mettre en place une alternative au FMI, finalement, elle n'a pas réussi à trouver sa forme. Ça veut dire que les capacités à essayer de remodéliser n'a pas été. Il n'y a pas eu de remodélisation économique. D'ailleurs, il y a une tentative politique, mais il n'y a pas eu une véritable remodélisation économique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous sommes restés dans une logique de développement, de processus économique de développement, tout basé sur le développement, donc du néo-développementiste et du néo-extractivisme. Or, cet extractivisme trouve aujourd'hui ses limites, et le Venezuela, avec l'extractivisme qui est le pétrole, a montré en même temps les limites que ça pouvait avoir, de baser l'ensemble de son économie pour l'essentiel même sur le pétrole. Le pétrole chute, il y a un vrai problème. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas eu quelques tentatives, mais fondamentalement, il n'y a pas eu de remise en cause du système économique au Venezuela. Il n'y a pas eu de remise en cause de système économique dans les différents pays. Ils se sont inscrits dans une logique économique avec effectivement notre redistribution, avec
éventuellement, et c'est pas négligeable, loin de là, une nationalisation d'un certain nombre d'entreprises, mais fondamentalement, le système, il est resté semblable, et ce système-là est intégré à un système mondial, où effectivement, la Chine, la Russie, qu'on n'a pas évoqué, et donc l'Europe, essayaient de trouver leur place face à un Trump, et ça aussi c'est un élément qu'il faut prendre en compte, face à un Trump qui a non pas défendu le capitalisme mondial, mais qui défend les intérêts des Américains. Et donc qui a amené chacun à se poser la question, comment je me tire de cette affaire-là, puisqu'il n'y a pas de solidarité entre capitalistes, si je puis dire, entre pays à dominante capitalisme. Et là, on retrouve aussi les ferments de ce qui a été un des problèmes de ces 10 dernières années en Amérique latine. Ce qui veut dire que, dans le même temps, en faisant du Macron, c'est-à-dire que en même temps qu'on a ce que je viens de dire, pour autant, ce qui s'est mis en place dans les années 2000, c'est-à-dire la volonté populaire de trouver sa place, n'a pas disparu, loin de là. C'est pour ça qu'on parle de reflux et pas de fin de cycle. Parce que fin de cycle voudrait dire qu'on passerait d'une époque où les mouvements sociaux avaient leur place et permettaient l'éclosion politique, à un moment où le mouvement social n'aurait plus la place, et donc il faudrait trouver une autre forme d'alternative pour arriver à une dimension politique de changement. Or, aujourd'hui, les mouvements sociaux, et vous l'avez dit, ont plus que jamais un rôle fondamental. C'est vrai du Chili, c'est vrai de la Colombie, c'est vrai de l'Équateur, mais c'est vrai aussi dans des pays très difficiles comme le Brésil. Parce que même si la répression est féroce et même s'il y a tout ce qu'on sait au Brésil, il y a de ce point de vue-là quelque chose qui est intéressant, c'est de voir la réactivité du Parti du peuple brésilien, même très fortement menacé, mais on est en lien très étroit avec le MAB, mouvement des affectés des barrages, et avec le MST, mouvement des sans-terre, mais on voit bien qu'il y a de ce point de vue-là résistance, et ce mot résistance est aujourd'hui quelque chose de très fort en Amérique latine. Ça n'est pas de gens qui aujourd'hui subissent et s'enterrent. Non, ils sont attaqués, ils sont très fortement menacés, ils réagissent différemment, parce que tous les pays n'ont pas la même logique. On a eu, au bout du compte, 3, au minimum, et 4 maintenant avec la Bolivie, coup d'État institutionnel. On a eu le Honduras, il ne faut pas oublier, ça a commencé comme ça. Le signal a été donné au Honduras, en disant à un moment donné, basta. Quand vous arrivez à dépasser une certaine ligne rouge, eh ben, on ne peut plus laisser faire et on est prêt à aller utiliser d'autres moyens. Alors on n'est plus dans le coup d'État militaire des années 80 ou 70, ça c'est clair, mais on est dans une autre logique de coup d'État qui est aussi appuyée par les militaires. Parce que tout à l'heure vous disiez la différence entre la Bolivie et le Venezuela, vous parlez de la Bolivie et du Venezuela par rapport à la situation politique. Et ce qui fait la grande différence entre le Venezuela qui résiste et la Bolivie qui a perdu, c'est l'armée. Parce qu'effectivement, dans un cas, l'armée restait fidèle, et dans l'autre cas, l'armée, elle a basculé. Ce qui veut dire que le rôle de l'armée reste un rôle important. C'est pour ça que même si ce n'est pas des coups d'État militaires au sens classique du terme, l'armée est toujours relativement présente derrière dans un certain nombre de ces coups d'État. C'est vrai au Honduras, c'est vrai au Paraguay, c'est vrai au Brésil, où on voit bien le nombre de militaires qu'il y a dans le gouvernement de Bolsonaro. Ce qui m'amène aussi à une autre réflexion que nous avons, nous, et c'est une conférence qu'on fera très probablement dans le courant du mois d'avril-mai, dans le cadre de nos 50 ans, c'est la montée de l'extrême droite. La montée de l'extrême droite, qui n'est pas seulement une montée de l'extrême droite latino-américaine, mais qui est aussi en Europe et dans d'autres pays du monde, est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Le parcours, nous on va appeler ça très probablement peut-être du plan Condor au plan Bannon. Pourquoi ? Parce que le plan Condor était une forme de mise en place d'une extrême droite et d'une fascisation étatique qui se rassemblaient entre elles pour lutter d'un pays à un autre. C'est-à-dire que quand vous partiez du Chili, que vous alliez en Argentine, vous faisiez avoir, parce qu'il y avait des accords entre les États pour chasser les militants d'opposition, et le plan Condor a été là-dessus de ce point de vue important. Le plan Bannon,
ce qu'on appelle plan Bannon, c'est-à-dire le fait que Bannon a voulu faire une sorte de parcours mondial pour essayer de rapprocher les États qui ont une vision d'extrême droite, ou les potentiels chefs d'État qui ont une vision d'extrême droite, est aujourd'hui une chose. Par exemple, le rapport entre Duque et Bolsonaro n'est pas une simple plaisanterie. C'est une véritable alliance qui n'est pas seulement que politique, c'est une alliance étatique qui permet des rapprochements très forts entre ces deux pays et qui veut s'étendre au-delà. Donc l'extrême droite, et c'est pour ça que peut-être que 2019 pour nous, en tout cas, a été le point de départ. Vous l'aviez situé, notamment la crise vénézuélienne, pour nous c'est l'arrivée de Bolsonaro. Parce que l'arrivée de Bolsonaro est une vraie claque, est une vraie, comment dire, dans un pays qui représente une partie non négligeable de l'Amérique latine, pour ne pas dire bonne moitié, l'arrivée de Bolsonaro, c'est un tremblement de terre. C'est un tremblement de terre politique, non pas parce qu'il représente cette puissance potentielle que représente le Brésil, mais parce qu'il se situe dans un environnement mondial qui est très inquiétant. Rappelons-nous que dans la même époque, nous avions Salvini en Italie, qu'il y a la Hongrie, qu'il y a la Pologne, et il y a les guerres, bien entendu, avec tout ce qui se passe en Irak, etc. Donc on est dans un positionnement. Ce qui fait que pour moi, c'est pas l'Amérique latine qui joue avec le feu, c'est le monde qui est en train de jouer avec le feu. Le monde qui joue avec le feu, pourquoi? Parce que nous sommes dans un bouleversement mondial où l'Amérique latine, qui croyait sortir de la tourmente et pouvait se dégager de cette logique mondiale, est en train d'y replonger complètement. Alors, ça l'amène à quoi? Ça doit l'amener à trouver des formes nouvelles pour que les peuples puissent reprendre le pouvoir. Et je dis bien, les peuples reprennent le pouvoir, pas forcément à travers, bien sûr, la politique, parce que, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les revendications sont plus larges que les seules revendications économiques. On n'est plus seulement dans une logique de revendiquer un pouvoir ou de revendiquer d'avoir plus de moyens financiers. On est dans une situation où le climat est une problématique forte, et donc les indices carbone, mais on est aussi dans le mouvement féministe qui aujourd'hui veut trouver sa place et trouver des formes nouvelles d'approche des rapports, pas seulement de genre, mais des rapports aussi de sociétal, mais de société aussi. Donc ce mouvement féministe, et il y a tout ce qui a trait au mouvement social, mais aussi au mouvement indigène. On voit bien comment il a joué en Équateur, par exemple, ce mouvement indigène, comment il a influé dans un sens ou dans un autre. Lénine Moreno croyait pouvoir s'appuyer sur lui, il s'est retrouvé avec un retournement parce qu'ils ne veulent plus être inféodés obligatoirement à une logique politique classique droite-gauche. Là, ça fait peut-être plaisir à Macron, là, pour le coup. Mais c'est pas dans cette logique-là. C'est dans une logique de défendre les intérêts qui sont peut-être les leurs, avec des défauts aussi. Hein. Tout n'est pas parfait, puisque dans le même temps, ils ne suivent pas obligatoirement les problématiques qui sont des problématiques mondiaux et qui regardent, si je puis dire, un peu les intérêts. Et c'est là les limites aussi du Chiapas. C'est-à-dire ne pas s'être intégré à la politique mexicaine, ne pas avoir voulu, pensant qu'en protégeant les intérêts du Chiapas, ils aideraient éventuellement, parce qu'il ne faut pas croire qu'ils sont isolés, les gens du Chiapas, ils sont aussi en lien avec les Palestiniens, ils sont en lien avec les autres mouvements, les Kurdes, etc. etc. C'est un mouvement qui a une politique internationale réelle. Donc, voilà, nous, il nous semble qu'on est devant une situation. Et ce qui nous inquiète le plus, c'est la situation aussi qui est en train de pousser avec, par exemple, la troisième phase du blocus américain à Cuba. C'est une situation qui n'est pas seulement un problème, positionnement vis-à-vis d'un régime, qu'il soit le régime castriste ou le régime cubain, c'est parce qu'à un moment donné, là, on est dans une intervention politique qui vise véritablement à foutre en l'air un gouvernement sans tenir compte de son peuple et sans permettre ce qu'avait voulu un peu Obama, c'est-à-dire un débat international. Donc on est devant un monde qui bouge et qui a besoin aujourd'hui de dépasser ces turbulences et de reconstruire des solidarités. Et c'est vrai que l'histoire j'étais avec Geneviève Garrigos là, au téléphone tout à l'heure d'Amnesty International et on va relancer la plateforme Colombie. Ce qui se passe en Colombie est très inquiétant parce que l'espoir de paix
et les moyens qui avaient été donnés, y compris l'Europe, pour financer cette paix, aujourd'hui, non seulement elle est détournée éventuellement, voire pas utilisée, mais en plus, on retourne à une volonté de guerre. Je vous invite à lire notamment le bouquin de Karine Ferril qui s'appelle La Pace, PAZ, qui est un bouquin sur la Colombie, et qui est très intéressant parce qu'il dit un peu ce qui se passe en Colombie depuis le mouvement depuis le traité de paix et comment les choses se sont un petit peu bousculées en Colombie. Donc voilà, nous avons un regard à la fois inquiet et en même temps un regard quand même, je dirais pas d'espoir, mais de satisfaction en tout cas, de voir que les peuples latino-américains, et c'est un peu le sens de ce que fait FAL depuis 50 ans, ne se laissent pas compter. Et ce qu'ils ont besoin, c'est de notre solidarité. Alors, bien sûr, nous, on a besoin de la leur quand on se bat sur les retraites, mais cela dit, la bataille des retraites chez nous, c'est la bataille des retraites chez Macri. Hein. C'est une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, Macri est tombé. C'est qu'effectivement, il y avait de ce point de vue-là un vrai problème. Donc, nous avons aujourd'hui besoin de mieux renouer des liens entre l'Europe, l'Amérique latine et la Caraïbe, parce que je n'ai pas parlé de Haïti, et là aussi on a un autre phénomène, c'est le niveau de corruption que les peuples aussi n'en peuvent plus. On a eu une sorte de déclic qui a servi d'alibi en très grande partie au Brésil, mais il y a eu toute l'affaire de la corruption qui a sévi au Pérou. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a cette situation de tremblement politique au Pérou. Mais Haïti est vraiment très sinistré. D'ailleurs, on souhaite très prochainement organiser un débat, une conférence sur Haïti, parce que il y a aujourd'hui de très très grosses inquiétudes sur ce pays qui n'est pas latino-américain, qui est francophone et d'histoire, mais qui s'inscrit complètement avec tous les autres pays dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'inscrit dans cette turbulence latino-américaine, caribéenne que nous voyons, et pour lequel il nous semble que nous pouvons, que nous devons décoder un peu plus, parce qu'il ne faudrait pas, et je conclurai là-dessus, il ne faudrait pas que ce qui a été un espoir dans les années 2000-2010 devienne aujourd'hui un désespoir. Si on présente les choses de cette manière, pas plus que nous, on voulait les présenter uniquement de cette manière-là en 2000-2010, si vous lisez Falmac, vous verrez, et de même que dans les années 2010-2020, on nous a beaucoup accusés à France-Amérique latine de ne pas être suffisamment aux côtés d'un tel ou un tel. C'est pas le France-Amérique latine. France-Amérique latine ne défend aucun gouvernement et a aucune ambassade et soutient aucun parti politique de manière directe. Ce qui ne nous empêche pas d'avoir nos idées et d'avoir des orientations très précises sur le plan politique, puisque France-Amérique latine a été créée en 70. 70 pourquoi ? D'abord, pas été créé pour soutenir ceux et celles qui se réfugiaient après les dictatures, mais pour soutenir Salvador Allende et le gouvernement d'unité populaire. C'est pour ça que France-Amérique latine a été créée, parce qu'il nous avait semblé que c'était une grande fragilité, enfin il leur avait semblé, j'étais un peu jeune à l'époque, mais que c'était d'une grande fragilité et qu'il fallait aider, il fallait soutenir Allende et son gouvernement qui était plein de promesses, mais aussi avec plein de risques. L'histoire, malheureusement, nous a donné raison, et France-Amérique latine, enfin, nous a donné raison dans nos inquiétudes, et France-Amérique latine a dû se transformer d'association politique qui en est restée, où il y a ajouté à l'association politique qu'on était une partie droit de l'homme pour justement faire en sorte, et elle a perduré jusqu'à maintenant. Juste un mot qu'on a évoqué un peu rapidement, c'est la situation d'Amérique centrale qui est aussi très inquiétante. Nous sommes déjà exprimés pour dire tout le danger du gouvernement Ortega au Nicaragua, mais aussi tout ce que les catastrophes, vous parliez tout à l'heure de migration. L'Amérique centrale est une source, il y a le Venezuela certes, mais l'Amérique centrale est une source de migration très importante. Nous étions l'année dernière au Forum social mondial des migrations à Mexico, et nous avons pu apprécier à quel point
c'était une vraie inquiétude. Et les questions d'immigration aujourd'hui font partie aussi des problématiques majeures que connaît l'Amérique latine. C'est parce qu'on pense, nous, à nos migrations, à nous, le flux qui vient du sud vers le nord, voire nord-nord, si on prend l'Europe de l'Est. Mais voyons ce que représentent les migrations internes en Amérique latine ou en Amérique tout court, hein, avec effectivement ce que veut faire Trump. Donc voilà, c'est assez complexe, mais c'est vrai que c'est très, très instructif. Pour ce qui nous concerne, nous aussi en France, regarder ce qui se passe bien en Amérique latine en permanence est aussi un regard sur notre propre parcours politique. Merci. Merci, on va donner merci pour avoir contextualisé et replacé effectivement l'Amérique latine dans le monde, voire même au niveau de l'Europe. On va donner donc la parole effectivement pour des questions. Moi, et comme on a un tout petit peu d'avance, je me permets, non. Alors, on a vu effectivement actuellement une grande régression quand même sociale, démocratique, politique et écologique. On en a peu parlé, mais je pense que c'est important. Vous en avez parlé, Fabien, quand vous avez parlé effectivement des populations indigènes et de l'extractivisme, parce que c'est aussi effectivement, je pense, la rupture qu'il y a eu entre certains gouvernements progressistes ou sociaux et ces populations indigènes, et peut-être aussi une des causes. Et ça, je voulais vous interroger l'un et l'autre aussi là-dessus. Certes, il y a eu une stagnation, une croissance qui a diminué, mais cette croissance, on sait bien aussi au niveau mondial, on ne va peut-être pas pouvoir continuer comme ça, notamment pour des raisons environnementales, écologiques. Donc, est-ce qu'il n'y a quand même pas eu un certain nombre d'erreurs démocratiques de ces gouvernements, notamment des leaders, et qui, que ce soit en Bolivie, en Équateur, ont voulu effectivement changer la Constitution pour pouvoir se présenter à nouveau? Il y a quand même eu, et là, voilà, c'est une première question. Deuxième question par rapport au rôle des USA. Vous avez rappelé le plan Condor, les USA intervenaient directement, bien évidemment, dans les politiques en Amérique latine, estimaient que c'était leur territoire, en quelque sorte, hein. Cuba, bien sûr. Hein. Mais maintenant, est-ce qu'ils n'interviennent pas, vous l'avez dit, militairement, à l'ancienne, comme dans les années 70, et quel est le rôle des multinationales? Est-ce que, et là c'est lié aussi à l'extractivisme, les multinationales n'ont pas remplacé, effectivement, le rôle des États-Unis, et puis peut-être effectivement concernant les luttes indigènes et vraiment le fait que beaucoup de luttes indigènes ne soutiennent plus effectivement, non plus soutenu ces gouvernements. Voilà, qu'est-ce que le rôle de l'écologie? On a vu, vous l'avez dit, les assassinats de leaders écologiques, c'est presque plus important maintenant que les assassinats de leaders politiques. Donc c'est quand même quelque chose dont j'aimerais bien que vous entendiez. Puis après, bien évidemment, on ouvrira sur la salle. Merci beaucoup pour ces questions. Je pense qu'en effet, vous avez très bien fait de mentionner la question des réélections, et parce que justement, il me semble, des problèmes des gouvernements des années 2000 portent justement sur cette question institutionnelle. Il y a des présidents qui étaient, à l'époque, la plupart étaient auto-positionnés à gauche, qui, dans certains cas, ont cherché à changer la Constitution pour se représenter. D'autres ne l'ont pas fait, comme Lula, et il a essayé de faire élire quelqu'un, Dilma Rousseff, avec aussi un échec aussi politique, puisqu'elle s'est fait destituer, mais elle fait elle-même de mauvais mandats. On l'a vu plus récemment avec le cas bolivien, où la constitution qui devrait être en vigueur a été votée par Evo Morales lui-même en 2009. C'est une nouvelle constitution, et cette nouvelle constitution imposait une limite de mandat. Le président Morales a fait un référendum en 2016, en février, pour demander l'avis des Boliviens, et les Boliviens, à une courte majorité, mais une majorité tout de même, ont dit non à ce projet de réforme constitutionnelle, et
le président à l'époque, Evo Morales, a décidé de passer outre l'avis des Boliviens pour être candidat. Donc en effet, c'est un problème. Et ce problème s'est également vu en Honduras en 2018 avec un président de droite, Juan Orlando Hernández, qui était déjà en poste, qui, malgré l'interdiction constitutionnelle, a souhaité et a été candidat à l'élection présidentielle, avec une élection qui a été également contestée par l'Organisation des États américains, mais où visiblement il n'y a pas eu une mobilisation politique qui a permis, dans le cas hondurien, à faire en sorte que les choses évoluent, puisque Juan Orlando Hernández a été réélu malgré l'interdiction constitutionnelle. Donc, ces phénomènes-là, malheureusement, ils existent, comme je le dis, ils existent dans tous les bords politiques, et il s'agit d'une question centrale pour l'avenir de la région. Notamment lorsque ces gouvernements arrivent à la fin de leur mandat, et visiblement les leaders ont mal à se défaire de cette volonté de rester au pouvoir. En ce qui concerne le plan Condor et les multinationales, je pense que là, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est que les multinationales sont actives en Amérique latine. On a vu avec les scandales de corruption divers, ces multinationales sont capables littéralement d'acheter des pays, en tout cas des personnalités et des gouvernements, qu'elles mettent en place de manière très professionnelle et en utilisant les mécanismes institutionnels, c'est-à-dire la finance internationale, les grandes banques, les grands cabinets d'avocats, en déguisant en quelque sorte ces mécanismes de corruption. Mais moi je pense que le facteur nouveau là, c'est une fois encore la Chine. Et la Chine, il ne s'agit pas d'acteurs privés, il s'agit d'entreprises publiques qui ont une force de frappe financière sans commune mesure, et qui sont en mesure de remporter des marchés publics. Alors on ne sait pas comment, puisqu'il ne s'agit pas d'entreprises privées qui n'ont pas un capital ouvert, donc avec des actionnaires minoritaires, donc avec des bilans. D'ailleurs, c'est par exemple une des raisons pour lesquelles les grandes entreprises brésiliennes qui avaient, grâce à la corruption, réussi à obtenir des marchés publics en Amérique latine, mais aussi en Afrique, et qui avaient des velléités en Europe, eh bien, ont été pratiquement éliminées du marché international, puisqu'elles ont dû faire face à des amendes millionnaires. Des centaines de millions de dollars ont été payés par exemple, une entreprise comme Odebrecht au département de la justice des États-Unis. Dans le cas chinois, il n'y a aucune transparence par rapport aux marchés publics qui sont remportés par ces entreprises d'État. Et ces entreprises d'État remportent des marchés publics à grande vitesse, notamment dans les grands projets d'infrastructure, ce qui mobilise le plus de moyens. Et cela pose une question par rapport justement à ce modèle de développement. Vous avez évoqué la question de l'écologie. Je pense qu'en Amérique latine, en effet, il y a une situation de tension où l'Amérique latine est une région donc, qui dispose de capitaux, mais qui a des problèmes d'infrastructure, avec parfois des infrastructures qui ne fonctionnent pas bien ou qui sont faiblement interconnectées. Or, si l'on veut par exemple développer des circuits courts ou favoriser le commerce intra-régional, pour éviter par exemple que l'Amérique latine, par exemple si on parle au marché de la viande, c'est quelque chose d'actualité en France, dans le cadre de l'accord Mercosur, voilà, on pourrait se dire que les Brésiliens auraient plus l'intérêt, dans une démarche plus durable, de vendre cette viande aux voisins du Brésil pour éviter que ces vaches, ces viandes traversent l'Atlantique pour venir en Europe. Mais le problème, c'est que le Brésil a un problème d'interconnexion physique avec ses voisins. Donc, pour pouvoir
favoriser le commerce intra-régional et faire en sorte que le commerce entre les pays sud-américains se développe, eh bien, il faut investir dans les infrastructures. Donc, l'Amérique latine a, depuis longtemps, mais on voit encore plus aujourd'hui avec l'urgence écologique, le fait de développer des infrastructures qui permettent une plus grande durabilité de l'économie, et aussi dans certains pays, je pense notamment au Venezuela, mais pas uniquement, je pense notamment dans les pays du cône du Sud, qui vivent essentiellement de l'exportation de matières premières, de faire en sorte de pivoter leur système économique vers d'autres secteurs. Puisque moi je pense qu'un des drames du Venezuela, c'est que la stratégie de Chavez a été en quelque sorte d'approfondir l'exploitation de la rente pétrolière. Et ça, les chiffres sont très clairs. Lorsque Chavez est arrivé au pouvoir, plus de 80%, 83%, 83, 84% de l'économie du Venezuela vivait de l'exploitation du brut. Aujourd'hui, on est à plus de 96%. C'est-à-dire que si l'on se place dans une perspective d'écologie, de durabilité, c'est un échec total, puisqu'on a aggravé la dépendance du Venezuela vis-à-vis du brut, et de quelque sorte, le Venezuela s'est renfermé dans un piège dont on voit mal aujourd'hui comment elle va sortir compte tenu de l'état de destruction de l'économie vénézuélienne. Donc ça, je pense que c'est une vraie question, et je pense que ce que peuvent apporter justement la société civile, les mouvements sociaux, pour nourrir ces réflexions, pour faire en sorte qu'il y ait plus de partage des connaissances, pour favoriser l'émergence de nouvelles politiques publiques, c'est un élément qui est très important. Cohen, sur ces aspects. Moi, je dirais. Pardon. Il vaut mieux mettre l'inverse. Moi, je crois que. Je ne pense pas qu'il y ait d'erreur démocratique. Ça a été dit, à part l'erreur politique qu'a commis Morales, parce que Morales, il a quand même fait valider tout ça sur un plan institutionnel, puisqu'il a fait admettre que, par la Cour institutionnelle et le vote, etc., que finalement il pouvait se représenter, puisque de toute manière c'est dans la Constitution générale des droits de l'homme, etc. C'est pas exactement. Oui, non, mais ce que je veux dire, il a maquillé, si on veut, mais il y a eu un maquillage. Mais à part, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à part Morales, partout ailleurs, ça n'était pas le cas. À l'inverse, il y a eu les coups d'État. Donc qui sont de vraies, là pour le coup, erreurs, si on peut appeler ça des erreurs démocratiques. Ce que je crois, enfin ce que nous croyons nous plus particulièrement, c'est qu'il y a eu des erreurs politiques profondes. C'est pas tout à fait la même chose. Démocratique et politique, c'est pas tout à fait la même chose. Pour moi, erreur démocratique, c'est effectivement, je me représente alors qu'on me dit qu'il ne faut pas que je me représente. Là, pour le coup, c'est une erreur qui pourrait être démocratique au sens profond du terme, pas au sens, j'allais dire, institutionnel. Mais par contre, erreur politique, il y a eu des erreurs majeures. La première erreur politique, me semble-t-il, c'est d'avoir fait une course à une structure économique qui est forcément une structure économique qui met dans la même logique gouvernement de gauche et gouvernement de droite. C'est-à-dire, à partir du moment où on court après le développement, à partir du moment où on pense que la solution du peuple pour sortir, ce n'est pas de s'élever socialement, mais c'est de s'élever économiquement, et qu'on crée, par exemple, je me rappelle, c'était un forum social mondial, je ne sais plus, c'était 2005 ou 2008, où on nous a présenté le fameux réseau routier qui devait se mettre en place en Amérique latine, et qui allait défoncer, et qui a été soutenu par les gouvernements de gauche. Et c'est un des problèmes de Morales, par exemple, notamment, mais pas seulement. Il y a aussi l'Équateur, il y a aussi, etc. C'est-à-dire que, pourquoi ? Parce qu'ils avaient besoin de ça, effectivement, ce que vous appelez les infrastructures. Si on veut multiplier les infrastructures, à un moment donné, et qu'on veut faire des axes internes à l'Amérique latine, des axes est-ouest, et pas seulement des axes nord-sud, mais en même temps aussi des axes nord-sud, on est obligé de traverser l'Amazonie. On est obligé de donner des coups de canif, voire plus que ça, sur tous ces réseaux écologiques. Et donc, forcément, on se retrouve en porte-à-faux vis-à-vis des peuples indigènes.
qui eux-mêmes, quelque part, quand même, pour certains, n'ont pas négligé la manne du pétrole comme en Équateur, par exemple. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la différence, par exemple, avec Cuba, c'est que Cuba, par le blocus, peut-être par l'obligation, j'en sais rien, mais en tout cas, a dû réfléchir à un modèle économique différent, un modèle de développement différent. Pas eu trop le choix, et la période spéciale a encore plus aggravé cette situation-là. Mais dans les autres pays, pour l'essentiel, ça n'a pas été une solution de se dire comment on fait pour préserver notre patrimoine, etc. Il y a une tentative coréenne avec la proposition qu'il avait faite pour effectivement dire je veux ne pas toucher à, mais Yasuni. Mais il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Et c'était prévisible qu'il n'allait pas jusqu'au bout. Vous ne pouvez pas imaginer que le monde entier allait lui payer ce qui était exigé pour ne pas toucher à ses approvisionnements, à ses gisements de pétrole. Peut-être trop tôt. Peut-être que maintenant... Ou peut-être trop tôt, mais importe peu. C'est pour ça que quand je dis les erreurs politiques. Parce qu'à un moment donné, ça a créé des émois. On faisait partie, nous, ceux qui ont soutenu cette proposition. On a même fait voter, nous, France-Amérique latine, on a aidé à faire voter une subvention de la mairie de Lyon, pour qu'elle participe à donner, c'était une des rares villes d'ailleurs qui a donné une subvention, qui a participé, qui a mis son obol pour justement dans ce sens-là. Enfin, fondamentalement, ça a été peut-être trop tôt, mais en tout cas, voilà. Donc, conclusion, quand il a touché au pétrole, et qu'il a dit, à un moment donné, surtout que c'est le même gisement qu'il a au Pérou, hein. Ça veut dire que ce que je ne puisse pas d'un côté, de l'autre, on peut aussi me le prendre. Il faut savoir aussi, hein, c'est pas seulement un problème, c'est aussi un problème... Donc on est devant ça. Et alors, la question qui est posée du rôle des multinationales, c'est en fait la course au capital dans le monde. On a une vraie course au capital dans le monde. Parler de la Chine, on peut parler de la Russie. Il y a eu cette tentative de BRICS, mais qui finalement n'a pas été jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce qu'entre le FMI, la Banque mondiale, et le besoin pour toutes ces multinationales de valoriser leur capital, cette plus-value indispensable pour faire vivre toujours le plus de capital, fait qu'à un moment donné, effectivement, ils se sont retrouvés dans la même turbulence, la même tourmente en Amérique latine, comme dans d'autres pays dans le monde. Donc à un moment donné, on est devant cette situation où, effectivement, c'est pas tant les multinationales en tant que multinationales, même si j'ai participé il n'y a pas longtemps, c'était il y a 6 mois à peu près, à une réunion qui a été organisée par le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'économie, enfin différents ministères. C'était la première fois qu'on m'a invité à un truc comme ça, j'avoue que avec le BDF, etc., pour dire comment la France peut trouver plus sa place en Amérique latine, parce que, justement, la Chine. Comment nous, on peut jouer alors que les règles sont, comme vous l'avez bien montré tout à l'heure, sont faussées. Et donc nous demander à nous, société civile, qu'on les aide, qu'on aide le capital, à trouver les moyens. J'ai trouvé ça assez extraordinaire. C'est une réunion hyper intéressante, parce que c'est là que j'ai entendu plaindre le vice-président du MEDEF en disant « Oui, mais c'est injuste. Nous, on a des règles démocratiques dans notre pays, des règles qui nous imposent, et eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. » J'allais dire, ma gueule quand même. Chaque fois que vous pouvez, où vous êtes, pendant des années, des décennies, vous avez fait la même chose que... Mais c'est dire qu'on est devant cette situation-là. C'est-à-dire, on est dans un monde où le capital n'est pas un capital uniquement français, ou un capital russe ou chinois, etc. On est dans un monde où le capital, c'est le capital, et la course au capital, elle est sans pitié. Elle est sans pitié. Et si un État, aujourd'hui, met des bâtons dans les roues de ça, et ben à un moment donné, ça doit être balayé sous une forme ou sous une autre, démocratiquement, comme en Uruguay, c'est-à-dire qu'il y a une élection démocratique, voire des faits positivement, entre guillemets, en Argentine ou au Mexique, mais dans tous les cas de figure, si ça n'est pas le cas, et ben on fait comme en Honduras, comme au Paraguay, comme au Brésil ou maintenant en Bolivie, car pour nous ça reste un coup d'État en Bolivie, il faut balayer ça et reprendre la main. Donc voilà, je crois que pour répondre à votre question, on a effectivement 2 problèmes de fond.
des erreurs politiques, et notamment tout ce qui concerne les questions du développement et donc de l'écologie, parce qu'à un moment donné, on est bien à ce niveau-là, et donc de prendre en considération le fait que les populations ne peuvent pas accepter que les choses se dégradent à ce point-là. Il y a une prise de conscience qui se fait, elle n'est pas qu'en Europe, elle n'est pas que de la jeune suédoise, elle est mondiale, cette prise de conscience, et en face de ça, au lieu de réfléchir ensemble à comment on s'en sort, il y a eu une criminalisation du mouvement social. Et cette criminalisation du mouvement social, nous on l'a dénoncé à France-Amérique latine dès les années 2010 dans les forums sociaux mondiaux. Ça fait presque 10 ans, vous prenez FALMAC, vous verrez qu'on était parmi les premiers à parler à France-Amérique latine parce qu'on avait pris conscience de ce qui se passait, de la criminalisation du mouvement social, au moment où on disait non, la criminalisation, ça c'est dans les pays. Non, c'était un peu partout, il y avait une volonté. Pourquoi? Parce que les mouvements sociaux portaient des contradictions qui étaient fortes, et que ces contradictions fortes, la réponse économique et politique qu'il fallait leur apporter n'était pas aujourd'hui à la hauteur des exigences qui commençaient à se former. Merci. On va alors ajouter quelque chose. Oui, non, c'est par rapport aux BRICS. Moi, je pense qu'en ce qui concerne les BRICS, en effet, on les voit moins, on les voit peu dans la presse occidentale. En revanche, ce que je pense, c'est que c'est la Chine qui a repris à son avantage les BRICS. Elle a récupéré. Et les BRICS continuent d'exister. D'ailleurs, sa dernière réunion a eu lieu en novembre au Brésil. Les 5 chefs d'État. De leur création. Mais non, parce que la Chine a réapproprié à son profit. Parce que d'ailleurs, la seule. Oui, mais de fait, concrètement, la seule innovation institutionnelle des BRICS, c'est la création du New Development Bank, la banque de développement qui est censée faire une concurrence aux organisations, à la Banque mondiale, au FMI, dont le siège est à Shanghai, et dont les principaux investissements se situent en Afrique, en Inde. Aujourd'hui, ça commence à venir au Brésil, et qui profite essentiellement aux grandes entreprises publiques chinoises, et qui a une force de frappe financière sans commune mesure par rapport à ces organisations internationales. Donc, de fait, ce qu'il y a eu, c'est que cette organisation, elle a été réadaptée aux besoins de la Chine, qui d'ailleurs permet aux BRICS de continuer à exister, non pas parce que ce discours lui fasse envie, mais parce qu'elle est utile à ses intérêts. Donc, de fait, ce qu'on a pu voir ces dernières années, c'est que compte tenu de l'affaiblissement relatif du Brésil, de l'Afrique du Sud, qui est aussi engluée dans des problèmes de corruption, de manque de croissance, et de la polarisation de la stratégie russe sur les affaires du Moyen-Orient et sa stratégie d'influence malgré ses problèmes économiques, eh bien le seul véritable acteur qui a tiré son épingle du jeu, c'est la Chine. Et donc, ce forum continue d'exister, sauf que son ambition a évolué. Voilà, c'est la seule précision que je voulais dire. Ok, merci. Donc, on va prendre 2-3 questions. Non, tu crois qu'il faut pas... On peut peut-être faire sans micro avec le câble. Sans micro. Ouais. Ok. Allez, on va faire un peu de sémantique là. Non, malgré l'allusion au fait que je me suis étripé avec certaines personnes d'Utopia sur le mot Amérique latine. Je pense que c'est juste une histoire de mots et c'est pas. Il y a des choses plus importantes que cette histoire de sémantique. D'ailleurs, au passage, j'ai admiré que M. Cohen, pour une certaine partie de l'Amérique, a utilisé un mot géographique, à savoir Amérique centrale. Donc moi, c'est ma position. Je préfère des mots géographiques que des mots qui fassent un rappel sur la langue des colons, style Amérique latine, etc. Par exemple, pour le sud de l'Afrique, on dit Afrique du Sud, on ne dit pas Afrique anglaise. Donc, je n'ai pas envie de parler plus de ça. Par contre, ce qui est très important, c'est toutes les remarques sur la Chine. Moi, je me suis spécialisé dans l'étude d'une colonie qui s'appelle la Guyane française, depuis la fin des années 60. Et j'ai remarqué que juste à côté de la Guyane française, il y a le Suriname, donc ancienne Guyane hollandaise,
Et au Suriname, il y a quelque chose de très peu connu qui a été étudié par Richard et Sally Price, qui sont des chercheurs aux États-Unis et qui ont vécu très longtemps au Suriname et qui sont installés maintenant, je crois, dans les Caraïbes. Donc, au Suriname, il y a quelque chose d'incroyable. Il y a des bagnes, il y a des bagnards qui sont extraits des prisons chinoises, qui sont placés au milieu de la forêt du Suriname et qui coupent la forêt non payée, puisque esclaves. Et le dictateur qui est à la tête du Suriname, M. Desi Bouterse, qui est quand même un homme, il faut le rappeler, quand il était ministre de la Défense, au Conseil des ministres, il s'est levé, il a sorti son revolver et il a tué la moitié des ministres qui étaient autour de lui. Et à ce moment-là, la puissance tutélaire ancienne, c'est-à-dire la Hollande, a rompu ses accords de coopération avec le Suriname. Et jusqu'à aujourd'hui, les rapports entre Suriname et Hollande sont toujours rompus, puisque Desi Bouterse, ministre des armées, a été étrangement élu président de la République. Il est toujours à la tête du Suriname. Donc Desi Bouterse a dit aux Chinois, mais oui, bien sûr, si vous voulez couper la forêt, venez, à condition de me donner quelques dessous de table. Donc c'est ce qui s'est passé. Et en fait, les Chinois ont une politique écologique en Chine. Ils comprennent que c'est extrêmement important de protéger tous les bassins versants des grands fleuves chinois. Et donc il y a une loi extrêmement autoritaire en Chine pour interdire toute coupe de bois en Chine. Sauf que les industriels chinois, ils ont besoin de bois. Donc les Chinois se sont dit, ok, le bois on ne le coupe plus chez nous, on va le couper ailleurs. Mais les pays tropicaux, Asie du Sud-Est, ça y est, c'est déjà presque tout ravagé en Indonésie, en Malaisie. L'Afrique, Congo, c'est déjà presque tout ravagé. Ah, formidable, il reste l'Amérique du Sud. Parce que moi je dis Amérique du Sud. Hein, okay. Donc la Chine s'est dit, on va couper la forêt en Amérique du Sud. Donc il y a le cas Suriname, où pour que ça coûte pas cher aux entreprises chinoises, la main d'œuvre, on la paye pas, ce sont des prisonniers chinois qu'on choisit et ils sont volontaires. Ils préfèrent être à travailler dans la forêt qu'à être en cellule en Chine. Donc hop, c'est les bagnards. Mais il y a quelque chose qui moi m'inquiète énormément. On a fait l'allusion aux infrastructures. L'infrastructure la plus grave pour moi, c'est ce que la Chine est en train de financer entre la cuvette amazonienne et l'océan Pacifique. C'est-à-dire que la cuvette amazonienne, donc l'Amazonie c'est 9 pays, 65% c'est le Brésil, la cuvette amazonienne, géographiquement, elle se déverse avec l'Amazone vers l'Atlantique. Sauf que, à cause des Chinois, maintenant, les Andes sont en train d'être percées grâce à l'argent de la Chine, et il y a déjà une route qui passe du Brésil, qui traverse les Andes et qui rentre au Pérou, et il y a un port que les Chinois ont construit. Et donc la cuvette, on croyait pencher vers l'Atlantique, elle est en train de pencher dans l'autre sens, et moi j'ai très très peur que toutes les ressources de la Chine, pas seulement le bois, mais plein d'autres choses, se déversent maintenant vers le Pacifique pour aller directement vers la Chine. Et je crois que on doit vraiment pointer du doigt le fait que la Chine, c'est le totalitarisme qui monte. Et je crois que si les Chinois sont capables de gérer 2 ou 3 milliards de citoyens avec des moyens algorithmiques, électroniques, surveillance automatique avec les caméras, reconnaissance faciale, etc., avec toute cette histoire de points qu'on donne aux citoyens chinois, on les note, etc. Je crois que si la Chine peut faire ça pour 2 ou 3 milliards d'habitants, la Chine peut très bien faire ça pour 7 ou 8 milliards d'habitants. C'est-à-dire la Chine est la future dictature que nous devrions craindre au plus haut point. Et moi je les vois, parce qu'ils trichent avec les lois, comme vous avez dit, c'est obscur comment ils obtiennent les marchés, etc. Mais ils s'installent partout en Afrique, ils sont en train de s'installer partout en Amérique du Sud,
et avec leur délire de ce qu'ils appellent les routes de la soie. Je ne sais plus comment on dit en anglais, mais l'expression est surtout banalisée. Voilà. Je pense que on doit vraiment s'inquiéter du cas chinois. Enfin, je vous remercie d'avoir insisté sur tu complètes effectivement ce qu'a dit Gaspard Estrada, effectivement, sur l'importance de la Chine, mais qu'est-ce que... Bon, est-ce qu'il y a comment faire, quoi, pour faire en sorte qu'il y ait une résistible montée de la Chine en Amérique latine? Ça, je ne sais pas, peut-être que ça sera une des questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'était plutôt un constat. D'autres questions? Donc bon, comment freiner la Chine déjà? Oui, tu as la parole. Oui, d'abord j'ai trouvé ça très intéressant, ces exposés. Et puis pour rebondir un petit peu sur la question de Denis, parmi les déceptions qu'on a eues quand même sur l'Amérique latine, c'est que parmi en tout cas un certain nombre des leaders qui ont pris le pouvoir, il y en a un certain nombre qui étaient réellement liés soit au mouvement citoyen, soit au mouvement social. Qu'on pense à la Bolivie, au Brésil ou à l'Équateur, il y a eu quand même quelque chose qui s'est passé, et notamment en Équateur, on a été quand même faire un tour pour voir comment concrètement les choses se passaient. C'est vrai que ce mouvement Alianza País, il y avait quelque chose dont on pouvait espérer qui permettrait de dépasser le côté leader Maximo qui ensuite dérape un petit peu dans sa manière de gérer. Donc cette difficulté-là, je la partage. Le deuxième élément qui m'a posé un petit peu qui pose problème par rapport à l'Amérique latine, c'est qu'il y a eu un certain nombre de promesses de changer de modèle économique et que pour différentes raisons, c'est pas arrivé. Soit parce que un modèle non extractiviste reste difficile à mettre en œuvre et reste un impensé. C'est vrai qu'au-delà des mots, il n'y a pas grand-chose de ce point de vue-là. Et puis, il y a une mainmise de la finance qui est restée quand même extrêmement puissante. Quand on regarde le Brésil, moi je pense aux travaux de Helena Lavina, de gens comme ça, qui ont par exemple bien identifié que par exemple, la Bolsa Familia, c'est devenu un collatéral pour pouvoir faire de l'emprunt, pour pouvoir développer une partie de l'activité financière. C'est-à-dire que, et je me souviens même d'avoir entendu, je crois que c'était sur France Info, à l'époque, au début de l'ère Lula, les financiers sont ravis, finalement ça ne se passe pas comme on aurait pu craindre, tout se passe au mieux, la bourse... Bon. Donc il y a quand même un sujet, et donc une déception qui probablement... explique une partie de la situation aujourd'hui. Alors moi j'aimerais vous poser une question simple, claire, et dont la réponse est probablement compliquée. Comment vous voyez, est-ce que vous êtes capable de nous donner un petit scénario qui pourrait être le scénario de sortie de crise démocratique? Par où ça pourrait démarrer? Quel est le pays, ou quels sont les pays ou les acteurs qui pourraient nous montrer la voie d'une respiration et d'arrêter un peu cet emballement négatif? Je vous ai dit qu'il y avait une part d'espoir. Oui. Est-ce qu'on prend une troisième question? S'il y en a une, autrement, ces deux points, la Chine et la derrière, méritent effectivement. Bon, alors, en ce qui concerne la Chine, c'est vrai que j'ai du mal à avoir une réponse toute simple et toute prête et totalement opérationnelle par rapport à la question de la Chine. Je pense que c'est une vraie question qui interpelle compte tenu justement en fait, de la proximité historique, culturelle qui peut exister entre les Amériques latines et l'Europe. Je pense que la Chine, si on voit sur le long terme, a une stratégie qui est très claire et qui a le mérite d'avoir le long terme devant elle, compte tenu du système politique chinois, du système politique autoritaire chinois. Eh bien, les Chinois ont du temps, ont les ressources pour pouvoir mettre en œuvre leur stratégie. Lorsque je parle de stratégie, je fais référence très concrètement aux 2 livres blancs qui ont été écrits, publiés par le ministère des Affaires étrangères chinois, le premier en 2008 et le deuxième en 2016,
qui écrit noir sur blanc quelles doivent être les priorités de la Chine vis-à-vis de l'Amérique latine, où l'on voit très clairement une évolution, un raffinement de la pensée chinoise par rapport à la région, en donnant des indicateurs, notamment là où la Chine va mal, c'est-à-dire la Chine a tout d'abord a mis en place une politique d'influence économique dans la région, en accordant des prêts, des subventions, en faisant aussi des dons à des pays dans la région. Lorsque les critiques ont commencé à être émises dans la région, et notamment en mimétisme à ce qui s'est passé en Chine, où les critiques concernant la Chine-Afrique se sont développées, notamment par rapport à l'importation de travailleurs chinois dans la construction d'infrastructures en Chine, et l'exploitation en fait des sociétés africaines pour mettre en œuvre des infrastructures chinoises, et aussi les taux d'intérêt nettement plus au-dessus de la moyenne des prêts chinois aux États et aux entreprises africaines. Eh bien, tout ce débat africain, en fait, s'est transposé dans la stratégie chinoise lorsqu'elle a présenté son deuxième livre blanc en 2016, où justement on a essayé de changer l'image de la Chine en tant que prédateur d'une région pour le faire un acteur du co-développement de la Chine avec, dans l'occurrence, l'Amérique latine. Donc la Chine a passé à adopter une stratégie de diplomatie publique beaucoup plus forte, notamment en investissant les champs de la culture, avec l'installation des instituts Confucius, c'est-à-dire l'équivalent des alliances françaises dans la région, en développant l'enseignement des langues, en faisant en sorte que les universitaires et les chercheurs latino-américains aient des bourses pour étudier les cultures asiatiques, et notamment les cultures chinoises, en finançant des thèses de doctorat en Chine, d'une part. D'autre part, en menant des opérations de diplomatie publique, notamment via la question du Belt and Road Initiative et les chemins de la soie, pour créer un narratif favorable à la présence et aux investissements chinois dans la région, et également en faisant en sorte que les investissements chinois évoluent dans leur nature, c'est-à-dire non plus privilégier uniquement l'importation à bas coût des matières premières latino-américaines, mais également en investissant dans les infrastructures, ce qui justement est une solution pour les gouvernements latino-américains, compte tenu de la faible croissance de ces pays, compte tenu de la détérioration des comptes et des finances publiques de ces pays, du fait que les organisations internationales sont plus regardantes par rapport au crédit. Eh bien, face à ces difficultés d'accès au crédit, et notamment pour les pays qui sont les plus exposés à la dette chinoise, le Venezuela, l'Équateur, qui avaient des problèmes pour accéder dans les marchés internationaux des capitaux, eh bien, la Chine est venue en tant qu'acteur, qui est venu se suppléer justement à ces acteurs occidentaux, et ce qui fait que lorsque Correa a quitté le pouvoir, un tiers de la dette émise par l'Équateur était aux mains d'acteurs chinois. Ce qui a été un changement vraiment, on pourrait dire, copernicien dans les finances publiques équatoriennes durant ces 10-15 dernières années. Donc on voit bien que la Chine, contrairement aux stratégies américaines, nord-américaines ou aux stratégies européennes, a une vision pour cette région, une vision qu'elle a su mettre en œuvre, et dont on voit un peu a posteriori qu'elle a été efficace, puisque tout ce qui est écrit dans ces livres blancs a été en quelque sorte appliqué. Donc, comment défaire cette stratégie sans moyens, sans vision politique
et sans le temps, puisque un des grands actifs de ces stratégies, c'est que la Chine a le temps devant elle, ce que n'ont pas les gouvernants d'autres pays qui ont des contraintes électorales. Et donc, je n'ai pas de réponse toute prête, mais je pense que ce qui serait important, c'est tout d'abord d'être très regardant par rapport à la nature de cette présence chinoise, et notamment lorsqu'il y a des grands prêts ou des actions qui sont menées par le gouvernement chinois, demander la même transparence pour ces projets-là que les projets qui sont financés par d'autres bailleurs. Après, par rapport à la deuxième question, la question de la sortie de crise démocratique, je pense qu'il y a certains gouvernements qui peuvent donner un certain espoir. Je pense que notamment la question argentine, elle mérite d'être vue. Je pense que le gouvernement argentin souhaite mener à bien des réformes. Le problème, c'est que ces marges de manœuvre sont très limitées compte tenu de cette situation économique. Mais il me semble que la volonté, notamment du ministre de l'économie, est une stratégie assez audacieuse. Elle est aussi risquée, mais je pense qu'elle a le mérite d'être audacieuse, puisqu'elle vise à mettre en avant la crédibilité de la politique économique, une politique économique qui vise justement à être crédible vis-à-vis des acteurs économiques, mais qui vise aussi à faire en sorte que pour les citoyens et pour le peuple au quotidien, ces décisions économiques n'aient pas un coût social extravagant. Je pense que cette volonté d'associer ces deux volets est très pertinente, parce qu'elle ne se donne pas de tabou. J'ai évoqué la question de la Grèce, qui était au cœur des discussions du début des années 2010, et du fait que trop longtemps, les sociétés, que ce soit en Europe, mais aussi en Amérique latine, ont fait de la question de la restructuration de la dette un tabou, le fait qu'il ne pouvait pas y avoir de restructuration de la dette. Or, l'expérience montre que lorsque on reste dans ce déni, les restructurations interviennent soit trop tard, soit leur coût est trop important, et donc ces restructurations ne contribuent pas à résoudre les crises. D'ailleurs, le cas grec est de ce point de vue-là exemplaire, malgré les programmes d'assistance de l'Union européenne, du FMI et de la Banque centrale européenne. Eh bien, la dette grecque a augmenté depuis 2010. Or, la Grèce a perdu 25% de son PIB durant cette décennie. L'espérance de vie a diminué, le pouvoir d'achat a diminué. Et donc, de ce point de vue-là, le fait d'oser lever ce tabou, de dire nous devons restructurer la dette pour pouvoir justement avoir un programme économique crédible, je pense que c'est une vraie innovation, une vraie nouveauté qui est menée par ce gouvernement argentin, qui essaie de mener à bien cette nouvelle politique. Est-ce que cela va marcher pour autant ? On l'ignore, mais je pense que qu'il y a une démarche qui est intéressante, c'est en gros de prendre le taureau par les cornes et de ne pas oser d'employer ce mot et d'aller à la rencontre justement tant des investisseurs que des citoyens. Je pense que ça, c'est un élément qui est assez intéressant. Merci pour cette piste. Merci. Oui, moi je crois que, pour revenir à la Chine, il tient mal. Pour revenir à la Chine, je pense que la plus grande faiblesse de la Chine, elle n'est pas externe. Aujourd'hui, en externe, elle est très forte. Dans la course au capital, je ne suis pas sûr que c'est Trump qui va gagner. Il y a une course au capital qui est très forte entre ces deux géants, on va dire. Et je dirais que la différence, par exemple, de la Russie, qui a une visibilité très forte de sa manière de faire, on voit bien comment, parce qu'elle a moins de moyens,
Donc elle est obligée de faire des démonstrations de force, alors que la Chine n'a pas besoin de faire des démonstrations de force. Elle fait tout en souterrain. Et donc, je crois que vouloir aujourd'hui contrer la Chine sur un plan économique, ce serait illusoire à ce stade-là. Par contre, si on la prend de l'intérieur, problème de Hong Kong, mais pas seulement, parce que il n'y a pas que Hong Kong, c'est l'ensemble des Chinois qui vont à un moment donné ou à un autre réclamer leur dû. Et il va y avoir un problème intérieur chinois, obligatoirement. Certes, la forme politique, pour l'instant, ne le permet pas trop, et que le signal est donné aux Chinois en utilisant Hong Kong. Vous voyez ce que je suis capable de faire, et c'est en ce moment avec Taipei, qui est en train de venir à l'ordre du jour, vous avez voulu, vous verrez, on a cette capacité nous avons les moyens, non pas de vous faire parler, mais de vous empêcher de parler. Donc, je crois que la grande faiblesse de la Chine est à ce niveau-là. Ils y arrivent, mais à la fois il faut que nous on les aide, mais en même temps, je pense que c'est eux-mêmes qui doivent venir doivent venir le ressort, et qui nous aidera aussi d'une certaine manière. Mais moi, je ne crois pas à de l'extérieur changer la Chine. Personnellement, je ne le pense pas. Ou alors, on irait vers un conflit mondial qui, à mon avis, serait beaucoup plus dramatique encore. Donc voilà, pour ce qui concerne la Chine, alors ça nous amène au fait que je ne crois pas non plus, enfin nous ne croyons pas, que la sortie politique, elle passe aussi par l'économique. Pensons qu'aujourd'hui, les mouvements sociaux, s'ils ne sont pas en capacité à imposer de nouveaux modèles politiques, écologiques, économiques, sociaux, effectivement, il ne peut pas y avoir d'alternative politique réelle. Il y aura des alternances, comme on disait du temps entre la droite et le PS, c'est des alternances, mais il n'y avait pas de changement. Des années 80, voire même des années 70, moi qui suis aussi un spécialiste des questions de santé, on voit bien comment on a construit, ou plutôt déconstruit, le modèle du Conseil national de la résistance, de gouvernement en gouvernement, chacun apportant sa pierre à l'édifice, invisible au départ, c'est les soubassements, et petit à petit, de plus en plus visible, à la fois sur l'assurance maladie, mais aussi sur les retraites, mais je ne vais pas vous faire un topo sur la sécurité sociale. Donc le fait est, c'est qu'on a besoin d'un nouveau modèle, et que ce nouveau modèle, il passera par les mouvements sociaux. Je dirais aussi bizarrement, comme il l'est passé dans les années 2000. Je l'ai dit tout à l'heure, je reviens, les années 2000, ça a été noté, Lula avec la CUT et avec le PT, Morales avec les mouvements de l'eau et ce qui a pu se passer, et ainsi de suite. Donc il y a aujourd'hui, sauf que quand on voit la manière, enfin moi je suis plus qu'étonné, on a eu de très belles manifs à Paris, enfin regardez les manifs chiliennes, c'est quelque chose, c'est des millions de gens dans la rue, c'est d'une autre dimension, on a encore beaucoup de leçons à apprendre, à mobiliser les peuples. Regardez ce qu'ont fait les féministes d'Argentine, qui est quand même aussi au Chili, bien sûr, mais Argentine parce qu'elles ont eu ce mouvement fort au moment où les choses se sont posées. Donc je veux dire par là qu'il y a des choses à voir là-bas, pas seulement à travers le changement de forme politique, c'est-à-dire d'alternance politique. Il faut le voir plus en profondeur. Et il faut le voir plus en profondeur et voir comment nous, on peut s'en inspirer aussi. Parce que, je le disais, il n'y a pas que de désespoir, il y a aussi de l'espoir qui nous vient d'Amérique latine. Et cet espoir-là, bien entendu, il est à prendre avec les limites de la géographie et de la conformation du monde. Donc, moi je crois qu'on est dans cette logique-là. Juste un mot, je voulais dire par rapport à l'Équateur, soyons clairs, là pour le coup, Correa n'a fait aucune erreur démocratique, lui au contraire.
il a dit j'arrive aux fins de mon mandat, je passe la main à Lénine Morel, qui était son vice-président. Je veux dire, c'est une trahison qui s'est passée en Équateur. C'est pas un retournement politique. C'est même pas ce qui se passe en Bolivie, c'est pas ce qui se passe au Brésil, pardon, c'est pas ce qui s'est passé, etc. C'est très particulier ce qui s'est passé en Équateur. Donc voilà, je crois qu'il faut qu'on fasse attention, quand on regarde l'Amérique latine, en tout cas c'est notre point de vue, à ne jamais avoir une vision où on dit l'Amérique latine, ou l'Amérique du Sud, ou l'Amérique centrale, ou le Cône Sud, etc. Je crois que chaque pays a son histoire, a son évolution. Qu'il y ait des convergences, des choses, comme nous on peut parler de l'Europe, enfin qui dit l'Europe, à part le fait de l'Union européenne, chaque pays d'Europe a son propre parcours. Regardez ce qui se passe actuellement en Angleterre, ou au Royaume-Uni, plus généralement, plus globalement, etc. Donc ne faisons pas l'erreur, me semble-t-il, à globaliser l'Amérique du Sud. Ne faisons pas cette erreur-là. Il y a des constantes, il y a des choses qui sont intéressantes, parce que c'est un continent, ou un continent mais c'est tout le continent qui s'est créé dans des conditions très particulières il y a 500 ans, et ce qui lui donne cette particularité, qui s'est fait sur un génocide. Mais pour le reste, leur évolution a pris des parcours qui ont trait à chaque peuple, et je crois qu'il faut être vigilant quand on globalise trop. Bien, bon, on va... si c'est court, si c'est court, parce qu'on doit rendre la salle dans quelques minutes. Oui, le vigile en bas, il a insisté là-dessus. Je sais. C'est pour ça qu'il pose une question. Donc court, hein, je te fais confiance. C'est... Monsieur Estrada, vous enseignez à Sciences Po, et j'aimerais bien qu'à Sciences Po, on ne transmette pas un mauvais vocabulaire. Alors, c'est pas l'histoire aux étudiants. Plusieurs fois, vous avez dit durable et durabilité. Il faut respecter la langue française. La langue française a inventé en 1346 le mot soutenir, qui est devenu en anglais sustainable. Et dans d'autres langues latines, on dit sustentable, on dit sostenible, et il faut absolument conserver la traduction du rapport Brundtland pendant 4 ans. Le rapport Brundtland, c'est développement soutenable. Il faut refuser absolument le mot durable et durabilité, qui est une ineptie qui a été imposée par Madame Bettina Laville auprès de François Mitterrand. Il faut dire adieu au mot durable et durabilité et revenir à l'origine française de sustainable. En 1346, on disait soutenir. Il y avait un S en plus. Donc il faut dire soutenable. Pour moi, c'est très important parce que Madame Bettina Laville, elle voulait avoir un vocabulaire compatible avec les exigences des hommes d'affaires. Elle trouvait que le mot soutenable était trop écolo. Et je trouve que c'est très mauvais d'obéir à Madame Bettina Laville. Merci à nos intervenants.